Les rapports alarmistes sur le climat se succèdent sans vraiment émouvoir grand monde. Chaque jour qui passe nous pousse pourtant vers l'abîme. La grande historienne d'Harvard, Naomi Oreskes, se voit dans cette inaction la main des lobbies industriels. Pour sensibiliser le monde, elle s'est projetée en 2093 et elle décrit l'effondrement de la civilisation occidentale pour cause de réchauffement climatique. Naomi Oreskes est le grand témoin de votre 64 minutes sur TV5 Monde. Bienvenue à vous, Naomi Oreskes. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, L'effondrement de la civilisation occidentale. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous êtes donc historienne, spécialiste des sciences. Vous avez choisi, en tant qu'historienne, pourtant la science-fiction, ou du moins l'anticipation. Pourquoi ce choix? Yes, well, thank you. Merci pour cette question. Écoutez, je voulais m'efforcer de mieux comprendre ce qu'impliquait le changement climatique, car ça ne se réduit pas à des graphiques et des par millions, etc., de pollution et de CO2. Que se passerait-il si on continue de ne rien faire sur cette question gravissime? Alors, votre récit commence en 2093, on l'a dit, à l'aube du 22e siècle. Un historien du futur prend la plume pour commémorer, en fait, le tricentenaire de la fin de la culture occidentale. Comment se porte le monde en 2093? Bon, il essaye de se remettre à cette époque-là, parce que le monde a dû surmonter ce qu'on a appelé le grand effondrement, un événement terrible, traumatique, l'effondrement des systèmes tant économiques que politiques. Et maintenant, eh bien, un historien se penche sur cette période reculée et se demande, mais comment ils savaient tout et ils n'ont rien fait? Alors cet historien se trouve en Chine, Naomi Oreskes. Il tente de comprendre pourquoi la civilisation occidentale a pu s'effondrer et il distingue 3 périodes bien distinctes. Lesquelles? Well, the first part is the period we call the period of the penumbra. Alors, il y a d'abord l'âge de la pénombre, où la grande ombre de la désinformation tombe sur la civilisation occidentale, puis le grand effondrement à proprement parler, tout commence à se disloquer, les gens doivent être déplacés à cause de la hausse des niveaux de la mer, cela entraîne des migrations de population massives, et ces migrations vont mener à l'effondrement des institutions démocratiques, car de plus en plus, ce sont des gouvernements autoritaires qui vont devoir gérer la crise qui se déroule à plein. Et puisque vous parlez de gouvernement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de situer votre narrateur précisément en Chine? Eh bien, avec mon co-auteur, on a essayé de montrer que beaucoup de climato-sceptiques croient qu'ils défendent la démocratie, la liberté tant économique que politique. Ce qu'on avait déjà tâché de montrer dans un ouvrage précédent et dans cet ouvrage, c'est que tout cela est complètement faux, car plus on retarde l'action nécessaire pour combattre le changement climatique, plus il est hautement probable que seuls des gouvernements très autocratiques pourront et devront intervenir. Donc l'idée, c'est que la démocratie libérale échoue car elle continue de gérer les choses comme d'habitude, business as usual. Elle refuse de rien faire et finalement seuls les régimes autoritaires seront à même de prendre les grandes décisions qui s'imposent et de sauver ce qui peut encore être sauvé. Alors, vous avez fait référence à ce passage tout à l'heure. J'aimerais citer un extrait très court de votre livre. C'est en page 55. Pour l'historien qui étudie cette période tragique de l'histoire de l'humanité, le plus stupéfiant est que les victimes savaient ce qui se passait et pourquoi cela se passait. Quel est le problème fondamental? Oui, c'est tout l'objet de ce livre. Vous avez trouvé une très bonne citation. Mais à maintes reprises dans l'histoire, les historiens peuvent regarder en arrière et se dire c'est vrai qu'on ne connaissait pas l'origine de ce problème, on ne savait pas qu'il y aurait une tentative de sécession entre le Sud et le Nord aux États-Unis, on ne savait pas le saturnisme, l'empoisonnement au plomb, etc. Quand on ne sait pas, ce n'est pas notre faute, mais dans ces temps très difficiles, on
On est inondé d'informations, c'est sans précédent. Et on a aussi des quantités d'informations scientifiques. On dispose désormais du 5e rapport du GIEC et malgré ces informations extrêmement riches et abondantes, on continue, business as usual, on continue d'envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les eaux des océans, des mers aussi s'élèvent. Et en fait, on utilise de plus en plus ces combustibles fossiles alors que l'on devrait prendre les mesures nécessaires pour s'en éloigner. Et on recherche de nouveaux combustibles fossiles, etc. Donc cet historien très éloigné de nous dans l'avenir se demande mais comment se fait-il? Alors, dans un précédent ouvrage, Naomi Oreskes, vous, les marchands de doute, vous vous attaquiez déjà au lobby industriel. Cette fois-ci, précisément, dans ce nouveau livre, vous visez ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Que leur reprochez-vous concrètement ? Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir semé la confusion, d'avoir joué le rôle de marchand de doute. C'est l'objet de notre ouvrage précédent. Et de manière délibérée et consciente, ces gens ont créé un réseau pour saper les preuves scientifiques et engendrer toute une confusion sur la question. Et on démontre dans cet ouvrage qu'ils se sont servis du modèle de l'industrie du tabac, même tactique et stratégie utilisée par l'industrie du tabac. Et souvent, d'ailleurs, c'était exactement les mêmes personnes qui faisaient ce lobbying. Donc, en fait, c'est une fabrication de mensonges et de confusion délibérée pour semer le doute. Alors, j'ai apporté un livre, Naomi Oreskes, que vous connaissez, que vous sans doute appréciez, Les limites de la croissance. Vous parliez tout à l'heure de graphiques très précis, des études concrètes qui prouvent que le danger guette. C'est donc Les limites à la croissance. Ça a été écrit en 1972. Aujourd'hui, ces auteurs disent la question n'est plus de savoir comment éviter le précipice puisque nous avons déjà sauté. Que faire alors, si ce n'est d'effrayer la population ? Bon, il n'est pas tant question d'effrayer les populations, mais il s'agit vraiment de faire comprendre aux gens ce qui est véritablement en jeu. Malgré les abondants rapports, les études scientifiques, les gens ne saisissent pas le plus souvent de quoi il s'agit, ne comprennent pas vraiment en quoi c'est si grave. Ils se disent « Oh, ça va affecter les ours polaires, les ours blancs sur la banquise, mais pas moi ». Or, c'est faux. C'est un problème qui nous affecte tous, les riches et les pauvres, et nos institutions démocratiques seront particulièrement exposées et auront du mal à régler le problème si nous continuons de tarder. Alors, vous évoquiez à l'instant les rapports du GIEC, notamment des experts de l'ONU sur le climat. L'an prochain, Paris accueille, vous le savez, le sommet climat, la conférence internationale. Ça intervient 6 ans après le fiasco, le mot n'est pas trop fort, de celle de Copenhague. Que faudrait-il faire, d'après vous, pour être à la hauteur des enjeux que vous nous présentez aujourd'hui dans ce livre ? Bon, j'espère que tous les dirigeants politiques qui vont se rendre à cette conférence liront notre livre et comprendront l'urgence de la question. Il n'est pas question de continuer à repousser à plus tard. Si on agit maintenant, il est encore temps de mettre en place des politiques qui pourront empêcher que le train s'approche trop de la falaise et tombe en bas de la falaise. Mais sinon, ce sera trop tard. On veut éviter d'en arriver à ce point qui sera trop tard. L'effondrement de la civilisation occidentale, d'autres civilisations se sont effondrées par le passé. Quelles en seraient cette fois-ci les conséquences et quelles en sont en général les conséquences ? Bon, par le passé, lorsque des civilisations se sont effondrées, elles ont tout bonnement disparu. Elles sont devenues des destinations touristiques comme Pompéi, Rome, voilà. On voit les vestiges de ces civilisations. Bon, dans ce livre, on espère que, ce ne sera pas aussi grave. La civilisation occidentale ne va pas disparaître à proprement parler, mais il y aura des déplacements massifs et des disruptions massif et la montée des gouvernements autoritaires et autocratiques. Donc ce livre porte peut-être moins sur l'effondrement de la civilisation occidentale dans son ensemble, mais l'effondrement des institutions démocratiques qui pourtant nous tiennent à cœur. Et c'est là le message pour les politiques. Il ne s'agit pas seulement de l'environnement physique planétaire, il ne s'agit pas uniquement de la biodiversité, même s'il s'agit de cela aussi, mais surtout c'est la question de notre patrimoine
patrimoine et notre héritage humain et politique et le type d'institution qu'on veut avoir pour nous-mêmes et les générations futures. L'Europe, les États-Unis, l'Occident en général, peut-il, selon vous, se diriger vers ce qu'on appelle la décroissance ? La question de la croissance est très complexe et d'ailleurs les économistes ne sont pas très au clair. Et comment imaginer un modèle productif qui ne dépende pas de la croissance et qui n'endommage pas l'environnement? Alors on peut continuer à prospérer, mais pas en continuant d'épuiser les combustibles fossiles. Il faut trouver d'autres sources d'énergie qui n'endommagent pas la planète. Naomi Oreskes, professeure à Harvard, historienne spécialiste des sciences. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. L'effondrement de la civilisation occidentale s'est écrit avec Eric Conway. Merci beaucoup à vous, Naomi Oreskes. Merci beaucoup à vous.